bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un voyage dans le temps jusque dans les années -700 avant Jésus-Christ pour partir à la découverte plutôt rapide des régimes politiques qui ont fait la Rome antique. Vous êtes prêts? C'est parti! À l'origine aujourd'hui, je pensais vous parler de ce qu'on appelle le Principat. Et puis, en y réfléchissant, en commençant à écrire ma vidéo, je me suis rendu compte que commencer de but en blanc par ça, c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées. Et qu'il serait mieux que je commence par une vidéo un peu explicative des différents régimes politiques qui ont fait de la Rome antique la Rome qu'on connaît encore aujourd'hui. Parce que oui, quand on pense à la Rome antique, on pense de suite à l'Empire romain. Mais en réalité, ça fait pas tout, et c'est pas forcément le point de départ de la Rome qu'on connaît, puisqu'il y a eu plein de choses qui se sont passées avant et qui ont permis finalement l'arrivée de l'Empire romain. Alors, je vous propose qu'on parte en découvrir un petit peu plus. À l'origine, il y a la fondation de Rome par deux personnes, Romulus et Rémus. Et avec la fondation de Rome, en 753 avant Jésus-Christ, on a aussi l'arrivée de la royauté. Au cours de cette période, il va y avoir 7 rois, d'après ce que nous ont dit les historiens romains. Romulus, le premier roi et le fondateur de Rome, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquin l'Ancien, Servius Tullius et finalement Tarquin le Superbe. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette période de la royauté romaine est une période assez floue où l'on sait très peu de choses parce que les récits, les éléments qui nous sont parvenus proviennent d'historiens romains mais qui sont plus tardifs, qui eux n'ont pas connu la royauté. Ces historiens en fait vivaient sous la République et non pas sous la royauté, ce qui rend leur témoignage peu fiable parce qu'il peut avoir été entaché par leur vision des choses. Et ce n'est pas un témoignage direct, mais un témoignage indirect, ce qui fait qu'il faut qu'on prenne les informations qu'ils ont pu nous donner avec des pincettes. Ce qui fait que, si je reviens sur la royauté, en réalité je pense que je ne parlerai uniquement que de la légende de Romulus et Rémus, ainsi que de la fondation de Rome, et rapidement de la mise en place de la République et donc de la fin de la royauté. Donc la royauté romaine, c'est une période qui s'étend de 753 avant Jésus-Christ jusqu'en 509 avant Jésus-Christ. En effet, en 509, il va y avoir une révolution qui va être menée et qui va chasser le dernier roi de Rome, Tarquin le Superbe, mettant ainsi fin à la royauté et qui va permettre de fonder la République. La République romaine, c'est un régime politique qui va durer pratiquement 500 ans, puisqu'elle va durer jusqu'en 27 avant Jésus-Christ, lorsque Auguste va mettre fin à la République pour mettre en place son nouveau régime. Je ne peux clairement pas entrer dans tous les détails que j'aimerais de la République romaine aujourd'hui parce qu'il se passe énormément de choses en pratiquement 500 ans, mais ce que je peux dire, c'est que la République est le régime politique qui va permettre à Rome de commencer à bâtir son empire colonial. Puisque, petit à petit, sous ce régime, Rome va commencer à conquérir notamment l'Italie, puis va songer à étendre encore plus son territoire. Le fonctionnement de la République romaine est basé sur différentes choses, mais notamment sur des institutions telles que le Sénat par exemple, mais aussi sur les notions de patriciat et de plèbe. Pour faire plutôt simple, le patriciat, c'est la noblesse romaine, alors que la plèbe, c'est le peuple des citoyens romains. Je précise bien citoyens, puisque du coup, on va distinguer dans la Rome antique les citoyens des esclaves. En gros, le patriciat, ça forme ceux qui vont détenir le pouvoir, et la plèbe, c'est les citoyens qui ne pourront théoriquement pas faire plus que voter lorsque le patriciat voudra bien lui demander son avis. Je dis théoriquement parce que parfois on peut évoluer et devenir patricien, même si c'est plutôt rare. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux idées reçues, César ne va pas être empereur. Effectivement, à la fin de la République, César va peu à peu ouvrir le terrain au changement que va opérer Auguste quand il va vouloir créer l'Empire romain, mais lorsque César est au pouvoir, c'est toujours sous la République. Et César n'a jamais été empereur. En effet, même si le Sénat va lui donner le titre d'impérator, à cette époque, le terme d'impérator ne signifie pas empereur, mais plutôt commandant. C'est-à-dire qu'on lui donne tous les pouvoirs, aussi bien militaire que civil, et normalement c'est un titre que l'on ne reçoit que pour 6 mois, mais César va, par sa rhétorique, va réussir à obtenir que le Sénat l'élise dictateur à vie. D'ailleurs, si le Sénat confère tous ses pouvoirs à César, en réalité c'est parce qu'il vient de mettre fin à une guerre civile et qu'ils espèrent de lui qu'il va réussir à mettre fin à des petits problèmes qu'a la République et à rétablir un certain cycle dans la République. Malheureusement pour César, certains ne voient pas ça d'un bon œil et pensent qu'en fait il veut devenir roi et donc on va essayer de l'éliminer et c'est ce qui causera sa perte.
À ce moment-là, César n'avait encore rien d'un empereur, même si bien sûr son règne, ou plutôt son mandat, commençait à mettre en place les prémices de ce que Auguste mettra finalement en place 16 ans plus tard avec le nouveau régime. Après l'assassinat de César, la République va encore subir 16 ans de crise avant que Auguste arrive à s'imposer et à mettre en place de nouvelles réformes pour essayer d'améliorer les choses à Rome. Et donc finalement, en 27 avant Jésus-Christ, on arrive à ce qu'on appelle l'Empire romain. C'est une période qui va s'étendre jusqu'en 476, date de la chute de l'Empire romain d'Occident. Alors oui, je précise et je fais une distinction, parce que, en effet, à peu près une centaine d'années avant, il va y avoir une scission au sein de l'Empire romain entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, et finalement les deux vont évoluer de façon différente et de façon séparée, puisque l'Empire romain d'Orient deviendra finalement l'Empire byzantin et perdurera jusqu'en 1453 avec la chute de Constantinople. La période qu'on nomme Empire romain se divise en réalité en deux périodes qui se distinguent l'une de l'autre parce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est plutôt différent. Enfin, l'empereur agit différemment selon que l'on soit sous l'une ou l'autre des périodes. En effet, avec Auguste, l'empire se construit sous la forme du principat. Sous le principat, en réalité, même si le pouvoir va se concentrer entre les mains d'un seul homme, on garde tout de même les institutions de la République. Donc c'est-à-dire que, notamment, le Sénat existe toujours et le Sénat a toujours une incidence. En effet, lorsqu'on devient empereur, on est proclamé par l'armée ou alors on est nommé par le Sénat. Et sous le principat, cela ne change pas. Je peux pas vous faire toute la liste, puisque après Auguste, il y a quand même plus d'une trentaine d'empereurs qui vont se succéder, avec notamment des usurpateurs, des années où il y aura plusieurs empereurs aux quatre coins de l'Empire romain parce qu'ils n'arrivent pas à tomber d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que jusque vers 285, on va garder ce principe de l'empereur qui, même s'il commence à développer des méthodes pour se libérer du Sénat, va continuer à se référer au Sénat et à donner un certain pouvoir au Sénat. Cependant, en 285, on a un changement, puisqu'on a un nouvel empereur, Dioclétien, qui lui va mettre totalement fin au principat. Et il va poser les bases d'une nouvelle politique, ce qu'on va appeler le dominat, et qui du coup va courir jusqu'en 476. En effet, comment Dioclétien agit, c'est tout simple. Déjà, pour commencer, il s'autoproclame empereur. C'est-à-dire que, alors qu'auparavant l'empereur est proclamé par l'armée ou encore par le Sénat, là non. Dioclétien décide seul qu'il est le nouvel empereur. Et au-delà de ça, il va aussi décider de délaisser les institutions romaines au profit de sa propre personne et d'un empereur qui n'a plus un pouvoir civil, un pouvoir qui lui vient du peuple et du Sénat. Non, il va dire que son pouvoir provient des dieux. Le problème, c'est qu'au final, petit à petit, avec ce nouveau régime, la Rome antique va rentrer dans une certaine forme de décadence qui va la mener à sa perte et qui va mener à la chute de l'Empire romain d'Orient en 476 de notre ère. Voilà, au final, avec ces quelques minutes, j'ai essayé de vous retracer rapidement l'histoire des entités politiques de la Rome antique. J'espère que cela vous a plu et que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur la Rome de César, entre guillemets, et son histoire. Et plus particulièrement sur sa politique aussi. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce qui vous intéresserait le plus à voir dans les semaines à venir. Après, moi, de mon côté, je vais commencer à travailler du coup sur les prochaines vidéos et j'essaierai du coup, pas forcément pour dans 2 semaines, mais de prendre en compte ce que vous auriez pu me dire dans les commentaires pour les prochaines vidéos. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me mettre un pouce, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos si mon travail vous plaît. Ça m'encouragera et ça permettra peut-être de faire connaître un peu plus la chaîne. Et sur ce, un point que j'ai oublié lors de la dernière vidéo, parce que j'étais un petit peu HS, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère que vous allez continuer de me suivre pour 2022 et que le contenu de la chaîne ne va faire que s'améliorer. Je vous dis à dans 2 semaines, à très bientôt. Ciao ciao.